voici en direct depuis le plateau du Forum des entrepreneurs ici à Liège pour un nouveau petit débat de quelques minutes, mais très intéressant puisque le thème c'est l'entreprise citoyenne avec deux invités. Maximilien Rouher, bonjour. Vous êtes âgé dans Grenoble, vous êtes français, ce qui ne gâte rien. Et vous avez écrit un livre au nom évocateur, au titre évocateur, puisque c'est Réparer la planète. Il va donc être question d'environnement, d'entreprise et d'environnement. Et en face de Maximilien Rouher, Christophe Wambercy, qui est le secrétaire général de l'Union des classes moyennes et qui est donc un peu le porte-parole des petites entreprises ici, qui ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine de l'environnement. Alors, on va commencer par vous, Maximilien Rouher. Réparer la planète, ça veut dire qu'il est vraiment grand temps que cette planète soit remise en état? Alors, pour dépasser les poncifs, oui, c'est grand temps, mais surtout, c'est possible. Et les technologies actuellement disponibles le permettent très largement, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie. On est aujourd'hui tout à fait en mesure d'inventer une croissance économique qui répare le climat, restaure le climat, répare l'environnement de manière générale. Vous pouvez en dire un peu plus Pour en dire un peu plus, oui. On va changer de paradigme. On va passer, par exemple, sur le bâtiment, de bâtiments qui, en moyenne, sur une année, consomment de l'énergie. Ce qu'on connaît tous, vous et moi, chez nous, on paye des factures pour le chauffage, évidemment, et l'électricité. On appelle ça des bâtiments négatifs, qui sont aujourd'hui légion, il n'y a que ça d'ailleurs, pratiquement, à des bâtiments positifs, donc des bâtiments qui, en moyenne, sur une année, sont tellement bien conçus, isolés et équipés de technologies renouvelables qu'ils vont, en moyenne sur une année, produire plus d'énergie qu'ils en consomment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on construit les 500 millions de nouveaux logements à venir en Inde, au Brésil, en Chine, non pas négatifs mais positifs, c'est pas 500 fois une consommation, mais c'est 500 fois une production qui viendra donc en substitution des consommations énergétiques, des centrales à charbon, des centrales à fioul. Ce paradigme, ce changement de paradigme, on l'appelle l'économie positive, où on va travailler industrie après industrie, secteur économique après secteur économique, et on va faire basculer ceci grâce aux nouvelles technologies de l'environnement, les écotechnologies, de niveau de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de polluants, à au contraire destruction de polluants, stockage de carbone, production d'énergie et production de biodiversité. C'est cette révolution-là qui est en route aujourd'hui, l'économie positive. C'est ça. Alors ici, on s'adresse à des entrepreneurs, à des gens intéressés par l'économie, par faire des affaires. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire des affaires. C'est une veine intéressante que cette économie. Très concrètement, si je prends deux exemples, on travaille en Suisse sur un écoquartier d'une dizaine d'hectares à Genève. L'objectif est de faire à iso-coût, donc ça ne doit pas coûter plus cher, mais ça doit être un écoquartier positif, donc il doit être positif sur l'énergie, le climat, la biodiversité, les ressources. On démontre concrètement aujourd'hui, à l'heure où on parle, que c'est possible. Un autre exemple, on travaille sur une industrie papetière dans le sud de la France. Cette industrie papetière, pour 20 millions d'euros d'investissement, va économiser 9 millions d'euros par an en énergie. Donc on voit bien là qu'économiquement il se passe quelque chose. Quand vous avez un TRI de moins de 2 ans, on est tout à fait dans des ratios acceptables pour l'industriel économiquement, et environnementalement c'est tout à fait pertinent, parce que si vous économisez 9 millions d'euros par an d'énergie, vous économisez aussi quantité de gaz à effet de serre. C'est pas tout à fait négligeable. Deux exemples parmi 100, on travaille aussi dans le transport, dans l'agriculture, dans la forêt, évidemment dans l'industrie, dans le bâtiment. Voilà. Alors Christophe Wambercy, voilà une bonne affaire pour les petites entreprises et les très petites entreprises que vous représentez, que vous défendez, donc l'économie positive. Bah oui, effectivement, la démarche est une approche pragmatique et concrète qui doit évidemment intéresser les entrepreneurs. Moi, ce que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'en Belgique particulièrement, 86% des entrepreneurs occupent moins de 10 personnes, que ce sont donc des toutes petites entreprises, et que derrière le mot entrepreneur se cache un homme et une femme qui tous les jours travaillent pour développer, pour maintenir son activité, pour maintenir l'emploi et son développement. Donc évidemment, c'est aussi une des caractéristiques de cette petite taille, c'est un manque de perméabilité sur les idées nouvelles, sur les évolutions qui les environnent. C'est là où on pense effectivement l'Union des classes moyennes peut jouer un rôle de sensibilisation pour à la fois les accompagner dans le contexte qui est de plus en plus aussi contraignant en termes environnemental et développement durable, et de peut-être réaborder le problème de manière beaucoup plus positive, comme le propose votre invité, et d'aller dans le sens de voir quel est l'intérêt aussi pour l'entrepreneur de passer cette mutation de manière à en profiter et à développer ses activités. Donc
on a un travail à la fois à faire de sensibilisation, et je dirais qu'on s'en rend compte tous les jours. On a lancé en fait des conseillers en environnement depuis une dizaine d'années auprès des indépendants, d'abord dans le cadre du permis d'emballage, du permis d'environnement. On voit bien aujourd'hui que les demandes d'information pour les investissements plus durables, les investissements qui tiennent compte, je dirais, de l'environnement, mais sont de plus en plus importantes. Donc ça veut dire que la prise de conscience, la perception est en cours. Et je pense que nous avons un rôle à jouer pour justement accélérer, accompagner et essayer de faire aussi en sorte que cette réflexion-là tienne compte de la spécificité et des caractéristiques de ces petites entreprises qui, aujourd'hui, dans la situation actuelle qu'on connaît financière et bancaire, la préoccupation est d'abord de trouver de la trésorerie, le maintien de l'emploi et le maintien de l'activité. Voilà. Mais alors, on parle de réticence. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a encore une approche qui n'est pas très positive, justement, par rapport à ce que vous proposez? Le traditionnel frein au changement, pourquoi changer? Est-ce qu'on perçoit vraiment la nécessité du changement? Rien de nouveau sous le soleil. De toute façon, les entreprises qui survivent sont les entreprises qui savent s'adapter au nouveau contexte. Les entreprises de demain, par définition et par nature, ne sont pas les entreprises d'aujourd'hui. L'environnement n'est qu'un nouveau contexte, un nouveau facteur de changement, un nouvel outil d'évolution des entreprises. Et comme tout nouveau contexte, n'est pas sérieusement pris en compte par une bonne partie des entreprises, celles qui disparaîtront. C'est l'histoire des entreprises qui le démontre. Les leaders d'aujourd'hui ne sont pas les leaders d'hier, les leaders de demain ne seront pas les leaders d'aujourd'hui. Mais M. Grandversi parlait de la crise actuelle, où finalement peut-être que le souci majeur c'est de trouver de la trésorerie. Vous n'êtes pas inquiet quand on entend que justement les mesures de protection de l'environnement seraient peut-être reportées? En tout cas, certains pays de l'Est européen sont plus réticents qu'il y a quelques semaines à s'engager dans ce processus-là. Évidemment si, la crise rend malade tout le monde, inquiète tout le monde et je dirais en tant que chef d'entreprise elle me rend malade aussi. Est-ce que ça veut dire que toutes les mesures environnementales seront repoussées ad vitam aeternam, sine die, je ne sais pas, je souhaite que non. Dans certains pays qui n'ont pas encore compris que l'environnement pouvait être une croissance verte, pouvait être facteur de croissance, c'est certain que l'environnement vécu comme une contrainte vivra un frein. Dans les pays qui ont compris que la croissance verte était en route, comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et une partie de l'Europe de l'Ouest, certainement pas. Voilà. De toute façon, pour paraphraser quelqu'un qu'on connaît, je pense, au-delà des frontières françaises, qui s'appelle Martin Bouygues, donc le patron du groupe Bouygues, aujourd'hui on n'est plus dans le pourquoi, on est dans le comment. Et quand vous êtes dans le comment sur la croissance verte, vous ne vous posez plus tellement les questions du pourquoi, vous êtes dans le pragmatique, dans l'applicatif, dans comment je fais aujourd'hui pour construire à prix de marché des bâtiments positifs, comment je fais pour construire à prix de marché une agriculture positive. Le monde est en route avec ou sans les entreprises d'aujourd'hui. Encore une fois, les leaders de demain ne sont pas les leaders d'aujourd'hui. Vous parliez d'écoquartiers, par exemple, oui. Un projet en Suisse. Il existe un projet qui devrait se développer à Liège, mais on sait par exemple que dans un écoquartier, les habitations sont plus chères. Non. Alors, dans un écoquartier, oui. Si vous voulez, faisons un petit décalage. Nous sommes en 1870 et nous sommes des maréchals ferrants, on voit passer une voiture. Effectivement, la première voiture coûte infiniment plus cher qu'un cheval. Est-ce que pour autant les voitures ne se sont pas installées? Non. On est dans une situation où pour de bêtes raisons d'infrastructures et de volume industriel, aujourd'hui un écoquartier dans certaines zones pionnières va coûter plus cher. Quand vous êtes dans certaines zones allemandes ou dans certaines zones suisses, un écoquartier ne coûte pas plus cher parce que les réseaux de distribution existent, les volumes de matériaux pour l'éco-construction existent, de telle sorte que l'écoquartier ne coûte pas plus cher. On est dans une situation aujourd'hui où il y a encore de vraies inégalités territoriales entre les écoquartiers, peut-être à Liège, je ne connais pas bien la situation, où c'est le premier écoquartier peut-être de la zone, et puis dans certaines zones en Suisse où vous en êtes à votre millième bâtiment éco-conçu, les volumes sont là et vous n'avez pas pour autant des coûts supérieurs. Voilà. Donc il faut retenir, là encore, l'éco-conception ou les éco-quartiers ou les éco-matériaux, ce sont simplement de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies qui vont suivre toujours les mêmes courbes
comme on apprend dans les business schools. Au début, ça coûte très cher parce qu'il n'y a que les premiers adopteurs qui vont le prendre et ils payent plus cher parce qu'ils sont motivés. Et puis dès qu'on a passé une espèce de point de basculement, ça y est, on a atteint une espèce de plateau et on est dans ce qu'on appelle le mainstream. Tout le monde peut se l'acheter. Je pense que dans certains territoires aujourd'hui, on est dans le mainstream. Je pense notamment en Chine sur certains types de panneaux solaires, en Allemagne sur certains types d'éoliennes, sur les écoquartiers dans certaines zones d'Autriche ou de Suisse. Bon, on est au début, ça va se déployer. Nul doute que d'ici 4 à 5 ans, l'essentiel de ce qui nous paraît aujourd'hui cher, trop cher, plus cher, sera devenu d'une banalité à toute épreuve. On n'utilisera d'ailleurs plus le terme d'éco-quartier, on dira un quartier comme les autres, voilà. Finalement, c'est une aubaine pour les petites entreprises. Je partage son point de vue. Donc, effectivement, on part là dans une spirale positive. Et je suis d'accord qu'une entreprise performante est une entreprise qui sait s'adapter, qui sait évoluer, qui tient compte de son environnement. De toute façon, on voit bien que l'aspect du développement durable est un élément qui va s'imposer aux entreprises, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, et que c'est un problème de société au sens large et de responsabilité citoyenne également des entrepreneurs. Nous disons simplement qu'il faut le faire en phase lorsque justement l'ensemble des procédés, l'ensemble des possibilités de l'exploiter soit à ce point-là pratique et concret pour les entrepreneurs au plus près du terrain pour justement entamer cette démarche-là. Et nous ferons partie des gens qui soutiendront une démarche positive et une démarche qui met en avant plutôt l'évolution plutôt que le frein. D'accord, je vous remercie. On en reste là parce que je pense, M. Rouher, que vous avez une conférence à honorer maintenant. Nous sommes déjà d'ailleurs un tout petit peu en retard. Nous, on se retrouve d'ici une demi-heure avec un dernier débat pour aujourd'hui. Voilà, merci, à tout à l'heure.